Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse. On commence donc par le quotidien Mutation qui met en sa une dépouille Covid-19. La bagarre prend corps. Les rixes autour des victimes du coronavirus se multiplient sur fond d'accusations et de marchandage, écrit le quotidien Le Mutation, faisant ainsi allusion à ces corps décédés de Covid-19 dont on voit parfois la famille récupérer les corps, fuir et être pris en chasse par les forces de maintien de l'ordre. D'autres ont même déterré, exhumé un des leurs au cimetière de Newbell pour lui offrir une sépulture digne. Dans tous les cas, c'est un dossier que vous lirez en page 9 du quotidien. Un dossier que vous lirez en page 9 du quotidien. Mutation, toujours à la une du Mutation. Le journal parle aussi de la clôture de la saison avec la FECAFOOT qui s'explique à moins 8 journées de la fin du championnat d'Elite One. Eh bien, PWD de Bamenda a été donc sacré champion du Cameroun, ce qui paraissait quelque peu surprenant pour beaucoup d'acteurs et observateurs de football. La FECAFOOT est donc sortie pour bien expliquer cet arrêt de saison ou cette clôture de saison due à la pandémie de coronavirus. Le quotidien Le Jour parle de Covid-19, respect pour nos morts et de la prudence. Comment permettre aux familles de faire dignement le deuil tout en préservant la santé publique, avis des juristes, médecins et pratiques en cours, et que le journal évoque aussi l'opération Survie Cameroun. Penda Ekokaya Alain Fogué attendu à la police judiciaire dans le cadre de l'opération Survie Cameroun Survival Initiative qui avait été lancée en vue d'apporter du soutien des équipements aux populations en vue de se prévenir contre le Covid-19. Le journal Émergence parle de francs CFA, les micmars de la BEAC sur la dévaluation, de même que le journal parle de la répression. Alain Fogué et Penda Ekoka convoqués à la police judiciaire pour s'expliquer sur cette opération. Le journal annonce aussi des contrôles sanitaires dans les universités. Le quotidien, la nouvelle expression met en sa une coronavirus, la sanction d'une clinique contestée. Le ministre de la Santé publique vient d'ordonner la fermeture immédiate à Douala, capitale économique de la polyclinique Marie-O, une décision dénoncée par le syndicat national des médecins du Cameroun, qui prévoit d'ailleurs une manifestation de ces médecins ce jour devant le centre hospitalier en question. Le président du SINAMEC qui a tenu à préciser que ce mouvement d'humeur s'effectuera dans le strict respect des lois et règlements de la République ainsi que du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le quotidien Le Messager met en sa une chefferie supérieure Bafoussam, bataille de prince autour de l'héritage des ayants droit du feu roi Ngompe Chumchwa exige la désignation d'un administrateur séquestre et la reddition des comptes du 31 ans d'administration de Sa Majesté Nditak Ngompe Pele, l'actuel roi des Foussap. Puis le journal parle aussi de Covid-19, fermeture de la polyclinique Marie-O, le SINAMEC qui dénonce avec cette mobilisation prévue ces jours. Et puis le quotidien L'économie, l'Union européenne sécurise les ports de l'Afrique centrale à travers le dispositif Western and Central Africa Port Security. L'Union européenne va soutenir les installations dans le centre et l'ouest du continent pour faire face à la crise sanitaire. Le journal Financier d'Afrique parle de la BEAC qui écarte l'hypothèse d'une dévaluation. Les réserves d'échange de cette institution se situent à 5 348 milliards 800 millions de francs CFA, représentant près de 5 mois d'importation de biens et services, largement au-dessus du minimum de 3 mois exigé, a indiqué Mahamat Abbas Toli, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Et puis le journal donne aussi les astuces pour sauver les entreprises et les emplois de la Covid-19, faisant ainsi allusion à cette crise sanitaire qui menace les pays du continent. Le quotidien Cameroun Tribune parle lutte contre le coronavirus, soutien total de l'ONU, la gestion de la pandémie et la situation sécuritaire au pays et dans la sous-région était au centre de l'audience accordée hier au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya, haut représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, François Lunseni. Et puis le journal Tribune d'Afrique de Faustin Djikam qui parle de EDC, l'OM Paul Biya met Théodore Sangou
le docteur Sangou Théodore en mission à Menveleux, le chef de l'État vient de confier une mission délicate mais exaltante au directeur général de UDC. En tout cas, vous lirez l'éditorial de Faustin Njikam. Nord-Ouest et Sud-Ouest luttent contre le Covid-19. L'ONU est rassurée à l'issue de cette audience accordée que le chef de l'État a accordé à Lounséni Fall, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale. Voilà pour ce qui est donc de cette actualité. Le journal parle aussi du marché du masque. La SICAM étrangle les populations et faisant ainsi allusion au prix unitaire de masques de protection qui devrait revenir à 1300 francs la pièce aux Camerounais. On boucle cette revue de presse avec le journal satirique Le Popoli qui parle des ouvertures, de l'ouverture des aéroports. Vous voyez bien là un officier, un policier ou alors un douanier certainement, en tout cas un homme en tenue qui parle d'ouverture des aéroports. Ce sera encore Air Corona, le journal pose la question. Eh bien, cet agent de police avec muni d'un mégaphone qui crie alerte, alerte, débarquement en vue de celui qui tient à sa débarquement, alerte, alerte, débarquement en vue que celui qui tient à sa santé aille d'abord se gâcher. Et on voit bien que l'avion sur le tarmac est un avion de Air France. On se rappelle de ce vol, le fameux vol du 17 mars qui avait transporté au Cameroun les nombreux cas de personnes testé positif au coronavirus. Le journal Le Popoli qui lance donc l'alerte sur cette ouverture des aéroports. Voilà pour ce qui est de la revue de presse ce matin. Place à présent avec nos invités du jeudi. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes avec certainement l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul Chounette, bonjour Guy Fongam, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. L'actualité, vous savez, elle est tellement foisonnante. Mais par contre, ce qui a retenu mon attention, c'est le grand mouvement qui s'est déroulé à Edea mardi dernier avec la fondation La Main Tendue de Madame Didier Ngalé Bébé, qui, dans le sillage de toutes ces volontés camerounaises qui sont en train de soutenir le gouvernement dans la lutte contre le Covid, a offert des centaines de cartons de sacs, de savon, des centaines d'eau de javel, des seaux, des masques. Elle a offert ça non seulement aux formations sanitaires, mais aux populations des villages. Et surtout, moi, le dernier truc qui m'a marqué, c'est au Benskin. Alors, les Benskin qui avaient formé un grand groupe et la fondation a remis ces dons à ces Benskin qui faisaient aussi partie de la population et ça a été énormément applaudi, jeté à aider. Et ça fait quand même chaud au cœur que les Camerounais puissent mobiliser autant d'efforts, autant de moyens pour ne pas seulement tout attendre du gouvernement. Et du côté de la Sénégal-Maritime, on a vu la fondation La Main Tendue faire ce grand geste humanitaire et social. Camille et les mêmes si aussi à côté, il y a des initiatives qui sont rejetées quand même. Ça paraît curieux. Oui, c'est curieux, mais vous savez, toutes les initiatives sont bonnes. Bon, maintenant, il y en a certaines peut-être qui rencontrent des difficultés, peut-être même par leur propre faute. Mais je veux dire qu'on voit que les initiatives se multiplient. C'est les élus. J'ai vu par exemple à Daïdo, l'honorable Thomas Toboyoun, qui a distribué les mêmes choses à toutes les populations de Daïdo, aux formations sanitaires. Donc, je dis que, bon, qu'est-ce qui se passe avec ces autres formations, ces autres dons qui ne sont pas acceptés? Ça, c'est une autre. Et dont les initiateurs sont même d'ailleurs convoqués à la police judiciaire. Bon, certainement, parce que Christian Penda et Koka et Alain Foguet, pour ne pas les nommer. Parce que, certainement, la police tient à savoir d'où vient l'argent qui a servi à acheter cela. Guy Fongam, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul et bonjour doyen Camille, que toute la presse et le monde entier, l'Afrique nous envie. Et bonjour aux nombreuses personnes qui prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun, au pays de Samuel Eto'o. Elle est très belle, votre 3 pièces. Ah, merci infiniment. Disons que je suis un peu vintage, ces jours-ci comme on dit. Lui avait l'actualité qui vous a marqué. Il faut dire que moi j'étais plutôt interpellé cette semaine et très embarrassé par la sortie du SICAM qui s'entête à vouloir vendre les masques à 1300 francs. Son directeur général a fait une sortie pour nous expliquer ce qui justifie le masque à 1300. Je suis très peiné parce que il y a quand même des... Je vais dire c'est sur la base des coûts de production, non? Non, je vais dire que des éléments mobilisés
pour expliquer ce coup-là me semble assez... ne vous a pas convaincu? Me semble assez surréaliste. Parce que voyez-vous... Spécieux, tout simplement. Spécieux et surréaliste. Parce que voyez-vous, il se passe que on a commencé par rendre le port du masque obligatoire avant de revenir plusieurs jours après, plusieurs semaines après, nous parler des normes, de la norme. Et je trouve ça un peu tatillon et maladroit parce que, voyez-vous, le chef de l'État a mis 2 milliards de francs pour lutter contre le Covid. Le FMI vient de nous accorder, je crois, 135 milliards, toujours pour lutter contre le Covid. On a eu des contributions de plusieurs entreprises citoyennes dans la cagnotte dédiée pour lutter contre la crise. Comment on peut expliquer aux Camerounais rationnellement qu'avec toutes ces contributions, que le régime soit incapable de rendre le port de masque, puisqu'on veut, comme on a vu au Tchad, comme on a vu ailleurs, puisqu'on veut absolument que les gens mettent des masques qui obéissent aux normes. Alors, qu'est-ce qui explique qu'avec toutes ces rentrées d'argent, qu'on ne puisse pas aujourd'hui subventionner SICAM, qu'on puisse rendre le masque même accessible au plus grand nombre de Camerounais, même à 100 francs, qui obéissent aux normes qu'ils ont eux-mêmes indiquées. Parce que avant que ces normes n'apparaissent, on avait déjà rendu le port du masque obligatoire et chacun se débrouillait comme il peut pour avoir son masque à lui. Donc aujourd'hui, je trouve ça quand même, j'allais dire même indécent, que si quand viennent aujourd'hui, les masques que les Camerounais achètent à 200, 300, un peu partout dans la rue, même à 100 francs, qu'on vient aujourd'hui nous les vendre à 1300, je trouve ça indécent et c'est de la provocation. On aurait pu, avec toutes ces ressources mobilisées, rendre ces masques accessibles au plus grand nombre de Camerounais. Parce que le sauveteur de Mokolo, la femme qui vend le poisson, c'est pas moi, brisé à la rue La Joie à Kribi, le sauveteur qui est à Kolofata, il ne peut pas débourser, n'a pas pour souci principal les normes qu'on est en train de vouloir donner à ces masques-là. Lui, il veut le masque. Et donc, il revient au régime en place de mettre les masques de qualité qui sont accessibles au plus grand nombre. En tout cas, la faute n'est donc pas à SICAM. La faute n'est pas à SICAM. Non, je trouve ça assez regrettable. Ce n'est pas normal que ce masque coûte 1300. Et qu'on s'entête avant de dire pourquoi ça coûte 1300. On ne tient pas sur encore bien, mais la SICAM elle-même, elle est pratiquement en situation de paiement depuis très très longtemps. Elle ne produit plus rien du tout. Vous comprenez, si maintenant, à cause du coronavirus, on lui donne la possibilité au moins d'être au service des Camerounais, elle ne peut pas profiter de cette situation pour faire de la surenchère et mettre les Camerounais et mettre le couteau à la gorge des Camerounais. C'est impossible, c'est indécent. Là, tout à côté, je dis, le président Idriss Déby a imposé la vente du masque à 200 francs CFA. Et les Camerounais n'ont pas attendu de voir l'exemple du Tchad. Les Camerounais ont commencé à se débrouiller, à faire des masques. Produire leurs propres masques. Qui se vendent à 200 francs. Donc, la SICAM va se retrouver fatalement avec un stock qui ne coulera jamais. Qui ne coulera jamais. On reste donc sur cette actualité du masque avec la décision du préfet du Foundi qui a indiqué clairement qu'on va passer à la phase répressive pour les habitants de son unité de commandement, les citoyens de son unité de commandement qui ne respectent pas un certain nombre de mesures barrières, à savoir le port obligatoire du masque. Et évidemment, cela va s'étendre au transport en commun, respect de la distanciation sociale. Gervais Fongan, le titre du quotidien Le Messager qui indique « Le gouvernement aboie mais ne mord pas ». Est-ce que d'après vous, cette mesure du préfet va prospérer auprès des Camerounais dont on voit beaucoup sont pratiquement à la limite insoucieux même de respecter ces mesures et porter le masque? Je pense que pour comprendre l'attitude du moins la démarche du préfet, il est important pour moi de mobiliser deux choses. La première chose à mobiliser, c'est la disposition du Premier ministre qui a tout récent, du moins les 13 dernières mesures, parmi lesquelles il y avait l'ouverture des bars, et entre autres. Parce qu'on est passé de 145 cas de Covid détectés, et on a décidé de la fermeture des frontières aériennes. On a décidé de la fermeture des bars, etc., même des écoles, et on franchit la barre de 2000 caps, et on décide d'ouvrir les bars. Et donc, ça peut donner l'impression
à la population que la situation est sous contrôle et que le problème est réglé, que désormais le Covid est derrière nous. Et donc on peut comprendre le relâchement des populations dans la rue parce que se laisser aller, cet abandon du gouvernement a laissé croire, a donné l'impression aux populations que le Covid était derrière la Covid. Voilà, la COVID. On a vu des gens d'ailleurs célébrer. Voilà, célébrer la réouverture des bars. Et donc, la deuxième chose que ça implique pour comprendre cette attitude, c'est qu'en même temps aussi, il faut, j'allais dire, responsabiliser les populations qui ne prennent pas toujours la mesure de la gravité de la situation, parce que en réalité, encore que j'attends jusqu'aujourd'hui comment on mesure la distance d'un mètre dans un taxi. Ça reste encore une autre fumisterie, parce que moi je vois très mal comment deux personnes dans un taxi, comment on va mesurer la distance d'un mètre. Bon, on a chacun s'assoit à l'angle de la portière, aux angles de la portière. Ça ne fait pas un mètre. Mais toujours est-il que au jour d'aujourd'hui, il faut, si les gens ne veulent pas s'autodiscipliner, il faut bien peut-être utiliser la chicotte pour les amener à le faire, parce que quoi qu'on dise, le malaise la maladie est réelle et les gens continuent d'en souffrir. Et avec ce laisser aller, malheureusement orchestré par le gouvernement, on risque d'atteindre des normes de contamination incroyables. Le ministre de la Santé publique l'avait déjà annoncé. Voilà, et donc aujourd'hui, à défaut de dompter la maladie et d'accompagner les populations, je pense que la seule issue qui reste aujourd'hui, c'est d'obliger les gens à se conformer, à se discipliner et à porter de manière systématique le masque, quel que soit l'endroit où ils sont, et du moins, quel que soit l'endroit où ils sont, de devoir abourrer le masque. Sauf que la conséquence, c'est que les gens, malheureusement, portent le masque très souvent parce qu'ils ont peur d'être sanctionnés. Pas parce qu'ils ont peur de la maladie. Mais il fallait bien commencer. Si la peur du gendarme est le commencement de la sagesse, eh bien, appliquons-la et disciplinons les gens, que chacun puisse mettre un masque, au moins pour limiter la propagation de la maladie, puisque manifestement l'État et le gouvernement semblent avoir baissé la garde, comme on dit trivialement, semblent avoir abandonné. Oui. Camille Nélé, sur ce titre, d'abord sur ce titre, cette mesure, non, le gouvernement en boit, mais ne mord pas sur cette décision du préfet. Est-ce qu'aujourd'hui, le Cameroun, on n'est pas quelque peu victime de cette sorte de tolérance administrative qui s'est installée au point où un Camerounais, même face à un danger, un sérieux danger, prend pratiquement tout à la légère? Mais ça entre un peu dans l'ADN du Camerounais. Vous savez, le Camerounais il est un peu désinvolte, il est un peu je m'en foutiste et parfois il aime bien en faire à sa tête. Mais j'ai l'impression que les Camerounais, qui pourtant sont très très ouverts à l'étranger, ne regardent pas suffisamment la télévision, les télévisions étrangères, pour regarder comment les rues des villes comme Paris, Barcelone, Milan... Tout le monde est avec un cache-nez. Non seulement tout le monde avec un cache-nez, mais était complètement désert à un moment donné. Ça veut dire que le danger est suffisamment présent. Et maintenant, eux qui suivent si bien les informations, ils savent très bien que dans ces capitales-là, le non-port du cache-nez est une sanction. Sanctionné par une amende. Bon, alors, moi, j'ai lu hier la disposition signée par le ministre de la décentralisation qui instruit à tous les préfets de demander à toutes les communes d'arrondissement, par délibération, de rendre effectivement non seulement le port obligatoire, mais même de pouvoir sanctionner et d'étaler des sanctions entre 500 et 2000 francs. C'est-à-dire qu'on vous voit en route, vous portez pas de masque. Des sanctions accessibles, facilement payables. Bien entendu. Bon, il est vrai que... Non, il faut des sanctions fortes, contraignantes. Oui, mais c'est déjà ça. Quelqu'un qui va payer 500 francs 2 fois ou 3 fois dans la même journée. Moi, je pense que on dit bien que les Noirs ont les oreilles aux fesses. Bon, mais je pense qu'ils vont commencer à comprendre. Mais dans le cas d'espèce, voilà le gouvernement qui commence à mordre, qui commence à démontrer aux gens que bon, si vous ne voulez pas comprendre tranquillement, et malgré la communication, parce qu'il faut se le dire, la communication est vraiment constante. Dans les radios, dans les télévisions, dans les plaques et tout, on voit vraiment lutter contre partout. Et les gens, ils sont sensibles, quoi qu'on dise. Mais seulement, il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. Et à sanctionner maintenant les personnes qui ne veulent pas se protéger ou qui ne pensent pas se protéger. Parce que si elles ne veulent pas se protéger, il faut qu'elles protègent les autres. Non, mais je pense que, une phrase pour dire que je pense qu'il faut éviter de laisser prospérer dans l'imagerie populaire l'image dans laquelle le Camerounais est un être
essentiellement désinvolte. Parce que le doyen semble dire que la désinvolture est dans l'ADN du Cameroun, ce qui n'est pas vrai. Parce que voyez-vous, les mêmes Camerounais que vous rencontrez à l'étranger sont très disciplinés. Il nous est arrivé, vous et moi, de voyager hors de ce pays. Ils ne jettent pas les pots de banane en route, ils s'alignent au check-in à l'aéroport. Il ne faut pas n'importe quoi au Cameroun. Et donc, il faut seulement dire que je parle des Camerounais du Cameroun. Oui, non, mais c'est vrai que les Camerounais du Cameroun qui voyageons souvent, qui rencontrent les mêmes Camerounais ailleurs, ont une attitude totalement différente. Parce qu'ils savent bien que là-bas la répression, voilà, la répression. Donc, c'est seulement pour dire que donc la désinvolture n'est pas dans leur ADN. Vu qu'ailleurs, ils se comportent très bien. Quand ils sont au check-in, c'est un refus. Ils s'alignent très bien, chacun respecte son rang. Quand d'autres pays à l'étranger avec beaucoup de Camerounais, quand ils sont à l'aéroport de Douala, ils arrivent, ils ne s'alignent pas. Je suis tel, vous savez avec qui a fait, ils passent. Mais une fois de l'autre côté, ils s'alignent. Donc ce n'est pas dans l'ADN. Je dis que c'est sur le plan local. Oui, parce que cette consécration d'un moment slam a été établi en haut lieu. C'est sorte de ce que j'ai souvent appelé l'aristocratie de la nonchalance est entretenue de manière systémique. Et donc c'est pour ça qu'ici les gens ont l'impression qu'ils peuvent faire le laisser aller arriver aussi systémique. Et donc les gens ont l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc le désordre n'est pas dans l'ADN du Cameroun est la preuve, ailleurs il se comporte bien. Bon, en tout cas, quand le doyen parle de l'ADN, c'est de façon figurée. Ailleurs il se comporte bien. C'est de façon figurée. Il a très bien compris, il a reconnu que ici on jette des pots de banane, là-bas on les jette. Mais que par exemple, quand on revient de Paris à l'aéroport, on veut pas. Même ici, quand vous allez au check-in du Camer, les gens le vont s'aligner, mais dès qu'ils vont à côté, ici au check-in du guichet de Air France ou de ils s'alignent. On évolue. Camille Nélé, parlons à présent de cette bataille qu'on observe autour des dépouilles de Covid-19, à tort ou à raison. Des familles qui n'entendent pas laisser leur corps lorsqu'on annonce que leur personne qui souffrait de Covid-19 est décédée. On a vu par exemple au cimetière de Nouvelle venir exhumer un corps pour prendre la fuite et la gendarmerie le rattrape. On réunit encore le corps. Cette dispute survenue dans une formation à la clinique, la polyclinique Marie-O. Est-ce que finalement tout ça ne montre pas que quelque part le système de prise ou alors les mesures de prise en charge autour et des patients de Covid-19 et des décédés de Covid-19, il y a quelque chose qui ne marche pas? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas parce que aussi bien le ministre de la Santé que le personnel sanitaire et que les responsables de l'administration auraient dû comprendre d'abord la déchirure qui intervient dans les familles au moment où vous perdez votre père à 11 h, on vous demande de l'enterrer à 15 h. Il y a quelque chose d'irréel, il y a quelque chose de brutal. Ça a créé des scènes que vous ne pouvez pas imaginer. Bon, maintenant, ceux qui sont d'ailleurs que de la ville de Douala, qui meurent à Douala, qui ont bien envie d'aller inhumer les leurs dans la terre de leurs aïeux, immédiatement on leur dit non, vous ne bougez pas, vous l'enterrez ici. Ça crée des situations. Je vous ai dit, il y a même des gens qui sont obligés maintenant d'enterrer les leurs dans leurs concessions ou alors dans des cimetières en se disant que bon, un jour ou l'autre je viendrai exhumer pour aller enterrer au village. Mais la situation est assez grave et délicate. Et partout où vous allez trouver que dans les familles ça crée un choc extraordinaire, un choc émotionnel, un choc affectif. Et c'est ce que le summum, moi je pense, a été constaté avec le drame qui s'est passé à la clinique Marie-O, où une famille a amené son père, le chef de famille, s'est retrouvé là au bout de 2 ou 3 jours, il meurt, alors que cette vieille personne est entrée avec un problème d'hypertension artérielle, mais maintenant on dit que c'est le Covid, immédiatement on demande l'inhumation. Alors vous voyez comment la famille a commencé à gesticuler et l'a arraché le corps par la force pour aller l'inhumer, alors puisqu'il fallait l'inhumer, mais alors dans la douleur. Et regardez la course-poursuite entre la voiture de la brigade de gendarmerie qui allait les trouver en train d'inhumer. Maintenant on a exhumé, on a ramené et pour aller... non, moi je pense qu'il fallait penser non seulement à la gestion de ces corps-là. Bon, tout le processus. Tout le processus maintenant et maintenant même. Donner la possibilité même aux gens d'aller enterrer leur corps au village. Parce que moi je me souviens à une certaine époque aussi,
surtout à l'époque d'une grande épidémie de choléra, où les gens qui étaient d'ailleurs de la ville de Douala, quand ces personnes mouraient, on les mettait dans des cercueils, on appelait ça zengue. Avec de l'aluminium, c'était vraiment hermétiquement fermé. On les emmenait. Pourquoi ne pas revenir à cette formule pour permettre à certaines familles d'aller inhumer leur corps dans leur village respectif sans que cela crée une sorte de cassure. Bon, maintenant, pour les villes de Douala, comment faire pour ne pas systématiquement choquer ces familles qui perdent l'un des leurs à midi et est obligé de l'enterrer à 17h. Donc moi je pense qu'il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a une nouvelle gestion qu'on doit maintenant penser et implémenter maintenant avant que ça ne tourne à une situation où les gens, vous allez enterrer quelqu'un et les gens vont venir exhumer pour l'amener au village en catimini. Et quelquefois c'est fait avec une certaine brutalité, ce qui choque d'ailleurs. Maintenant avec les risques qu'il y a, parce que cette personne que vous prenez vous-même en charge, que vous mettez dans le cercueil, que vous allez... Si elle est infectée, si elle est infectée, si effectivement c'est le coronavirus, imaginez l'effet domino. Donc il y a vraiment une nouvelle façon, une autre gestion de ces corps qui doit être mise en place aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça. Et dans l'urgence. Dans la nouvelle expression, moi j'ai vu un dossier, une contribution assez intéressante, je crois, de 2 pages, à propos de la gestion de ces corps. Et moi je pense qu'il faut une réflexion urgente de cette situation. Guy Hervé Fongan, au-delà de la gestion de ces corps, il y a eu cette altercation entre le médecin-chef de la polyclinique Marie-O et cette famille autour d'un corps, et à la suite le ministre de la Santé publique qui a ordonné la fermeture de cette formation sanitaire, indiquant que une demande d'explication avait été servie au docteur Ngoula. Il n'a pas réagi et il est passé à la mesure supérieure, à la vitesse supérieure. Évidemment, hier, la fermeture devait avoir lieu. Dommage pour les autorités qui sont descendues de constater qu'il y a d'autres patients. Il y avait des femmes qui venaient de... il y a même des personnes qui étaient sous assistance respiratoire. Assistance respiratoire. Comment comprendre? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de résoudre ce problème, même si on accuse le docteur Ngoula de surfacturer les soins dans sa clinique? Il n'y avait pas d'autre moyen à mon sens. J'étais sûr qu'on devait en arriver là. Parce que je me souviens, il y a quelques jours, j'étais sur un plateau, Equinox Soir notamment, avec un des turiféraires du RDPC qui... tentait de défendre l'un des femmes. J'espère qu'il regarde l'émission. Et il essayait ce jour-là de me pousser à bout, de donner les noms des hôpitaux qui font la sufraction. Et moi, amusé, je le regardais faire son... Oui, il indiquait que les hôpitaux publics prennent en charge... Voilà. Heureusement que vous avez réalisé la fameuse émission. Et aujourd'hui, je savais qu'on avait... Et seulement si nous les avions depuis... Et on savait comment ça se passe dans ces hôpitaux. Parce qu'il y a, malheureusement, certains médecins, certains hôpitaux qui se comportent comme des charognards. C'est-à-dire qui prennent du plaisir à se faire de l'argent sur la misère des autres. Je trouve que c'était totalement inacceptable. Et on a vu circuler des factures de 4 millions de francs pour des malades. 14 millions. 14 millions. Il y a eu 4 millions, 5, 6 millions, jusqu'à 14 millions. 14 millions. Des malades de Covid. Et ce qui me semblait complètement surréaliste. Et ce jour, quand j'en parlais... Certainement des personnels qui ne sont pas contents, qui ont balancé ça sur la toile. Et effectivement, quelqu'un droit dans ses bottes sur un plateau, vous avez remarqué que je suis dans la science-fiction, il parle des choses qui n'existent pas. Et je savais qu'on va arriver à ce type de situation parce que j'avais vu ça venir. Et j'ai vu parce que j'aime souvent rappeler aux gens que l'accumulation de frustration est le carburant de la révolte. Parce qu'il ne faut pas, sur la misère des gens, essayer de vous enrichir. C'est totalement inadmissible et inconcevable. C'est ce que c'est quand tente de le faire en voulant nous vendre des masques à 1300. C'est exactement la même chose. Et ça avait commencé avec des scanners. C'est totalement inadmissible. Et donc je pense qu'il était urgent de ramener ces gens à la raison pour lui dire qu'il n'est pas admissible qu'on ait... Parce que tout porte à croire que si aujourd'hui vous êtes testé positif du Covid... Ça serait un chemin de croix. Eh bien, vous allez mourir si vous n'avez pas d'argent. C'est ça que ça veut dire. Vous mourrez si vous n'avez pas d'argent. Alors qu'en amont, il y a un discours étatique qui veut nous faire croire que la prise en charge est gratuite. Et quand on va... Et on va dans les hôpitaux publics, il n'y a pas de moyen. Et l'autre élément, il faut le dire avec suffisamment d'emphase, c'est que aussi, dans même ces cliniques qui sont homologuées par le ministère de la Santé pour prendre en charge certains patients, il se trouve que même ceux-là, très souvent, le matériel de travail leur appartient. Et donc, il me semble aussi important que le gouvernement, quand on parle de gratuité, qu'on les accompagne dans la prise en charge. Parce que c'est quand même compliqué de demander à un médecin
qui a acheté son scanner, qui paye un personnel, qui paye un loyer, qui paye un bail, etc., de lui demander de faire tout de manière gratuite, sans qu'il y ait toutes les mesures d'accompagnement qui vont avec. Je pense qu'il faut aussi relativiser que le gouvernement prenne ses responsabilités. Mais quoi qu'on dise, ça ne justifie pas qu'on puisse voir des factures de 14 millions pour malade de Covid. C'est totalement surréaliste. Il faut que le serment d'Hippocrate, que ces médecins ont fait, qu'on puisse au moins voir que ce serment fasse sens dans la pratique quotidienne du métier. Et j'espère que ce n'est pas comme ça partout ailleurs. Et c'est ce qui me permet au passage de saluer le directeur de l'hôpital de Bonasama, que j'espère pouvoir rencontrer aujourd'hui, parce que j'ai écouté les verres et les pas mûrs au sujet de la gestion de malades dans son hôpital. J'espère qu'on se verra également aujourd'hui. Camille n'est pas sorti. Cet incident de Bafoussam, où un étudiant a été tué et que apparemment le gouvernement ne semble pas parler, vous n'étiez pas d'accord avec cet article. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord, mais je me dis que ce qui s'est passé à Bafoussam, c'est une bavure. Une bavure, c'est-à-dire qu'une opération menée par une force de gendarmerie, mais malheureusement qui est arrivée, qui a utilisé des moyens. Parce que l'utilisation d'un pistolet d'une arme à feu dans le cadre d'une opération est assujettie à un certain nombre de conditions. Et bon, maintenant, quand on pense que le gouvernement ne fait rien, non, la hiérarchie de la gendarmerie a d'abord pris comme première mesure de suspendre ce commandant de brigade. Et maintenant, l'a fait entendre sur son cours. Et maintenant, une enquête est ouverte pour effectivement sanctionner ces gendarmes qui n'avaient pas le droit d'utiliser une arme à feu alors qu'ils étaient en train de peut-être réprimer des petits voyous. Une opération de maintien de l'ordre. Comme quoi, ce n'est pas tout incident sur lequel le gouvernement doit forcément se prononcer. Il y a la hiérarchie militaire qui s'en occupe. Mais il faut dire aussi que la presse et certaines organisations de ONG ont immédiatement commencé à parler d'exécution extrajudiciaire, ce qui est quand même très grave par rapport à la réalité de la situation du terrain. Mesdames, Messieurs, merci. Merci d'avoir suivi cette édition de la Revue des Grandes Unes. Rendez-vous demain pour la dernière de la semaine.